Donc je remercie l'ensemble de nos panélistes. Donc on va avoir peut-être 3/4 d'heure pour échanger et discuter ensemble des scénarios, à la fois de qu'est-ce que ça veut dire que modéliser 2050 et en particulier quelles sont les principales incertitudes que nos différents panélistes voient comme majeures à cet horizon. Peut-être aussi réfléchir à comment les scénarios peuvent être utiles pour le décideur et informer nos choix de politique énergétique. Revenir aussi peut-être sur les limites intrinsèques à tout travail de modélisation, quels sont peut-être aujourd'hui les angles morts que l'on voit dans les différents travaux. Alors, introduire brièvement nos différents panélistes. Enfin, certains ne méritent pas d'introduction. Donc, Sophie Armelon, directrice de l'énergie. Nous avons également le plaisir d'avoir Susanna, qui est en charge de la politique énergétique nucléaire à la Commission européenne. And we will discuss in English with Susanna, who understands French, but we will discuss with you in English. Fabien, et puis à côté, nous avons le plaisir d'avoir Xavier Lafontaine qui est en charge des études économiques à la direction de la stratégie d'EDF, et puis Olivier Hoefnagel de RTE qui travaille avec l'équipe de Thomas. Thomas qui s'est échappé pour une consultation sur la SNBC et la PPE, que va rejoindre Sophie très prochainement. Alors, peut-être pour lancer la discussion, une première question à l'ensemble des panélistes. Quelles sont pour vous les principales incertitudes à 2050, que ce soit technique, réglementaire, économique ou sociétale, pour atteindre la neutralité de 2050 ? Sophie, si vous voulez commencer. Merci. Alors, je pense que les incertitudes, elles sont sur tous les plans. Comme je l'ai dit, si on se projette 30 ans en arrière et qu'on se demande comment on voyait le monde 30 ans plus tard, moi j'étais au collège à cette époque, on se rend compte que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui dans lequel on se projetait il y a 30 ans. Donc on peut, la seule certitude que j'ai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on se projette 30 ans en avant, on peut avoir la même certitude qu'il n'adviendra pas exactement ce que nous avons prévu. En revanche, j'ai le sentiment qu'une des incertitudes majeures, outre les incertitudes technologiques sur lesquelles certainement d'autres reviendront, une des incertitudes majeures à laquelle on doit faire face, c'est l'évolution des modes de vie et des attentes de nos concitoyens à l'échelle européenne, qui ont en fait un impact assez déterminant sur les caractéristiques de la consommation d'énergie et l'attente en énergie. Et cette incertitude, elle porte non seulement sur le point d'arrivée, mais aussi surtout le chemin, parce que l'impact sur la demande, par exemple, des habitudes de rénovation et de consommation est absolument majeur. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet d'incertitude et qui nous oblige, lorsqu'on se projette à cette échéance, d'une part à avoir beaucoup d'humilité et d'autre part à identifier, surtout comme ça a déjà été dit, les moments de décision, les articulations critiques, à comparer les scénarios entre eux justement pour détecter ces points d'inflexion qu'il ne faut pas rater et qu'il faut anticiper, et pour essayer de déterminer les valeurs des options qu'on peut prendre dans cette incertitude. I said that the biggest uncertainty is what we don't know about the way people will behave and consume. Bonjour, merci pour l'opportunité d'être ici. I will continue in English, thank you. We've said basically a lot of the things that I would completely agree with. We know what we would like to achieve, which is decarbonization by 2050, so we know by when. We know who should achieve it, all member states of the EU. This is in part the job of the European Commission to make sure that at the EU level we comply with our Paris Agreement commitments. The big question is how. So the European Commission, I think it was mentioned a few times, has done several scenarios. What comes out of all of them is that we need to use all of the available technologies. We cannot really afford to not use any of them. The uncertainties are also on the technical level, because we are
in a way, relying on some technologies which are not fully developed at this stage. For example, carbon capture and storage, we don't really know how to decarbonize gas, for example. We don't know everything that we need to know. At the European Commission level, we cannot model exactly what each member state should do. So you may have noted that we don't have national targets. The targets are all at the EU level because we have different starting points in each member state. Each member state has different geographical, geological, and natural resources which need to be used. And the choices, to some extent, are to be taken at national level. The social challenges, as we mentioned before, is that we are, in a way, changing a lot. We are changing the way people travel, we're changing the way people heat their homes, we're changing the way people live, basically. So to some extent, and this is part of the challenge of the whole modeling exercise, is that we are trying to estimate at the same time demand. So demand, we saw in the previous presentation, thank you very much for that, that we are in effect increasing demand. So from here on out, we know that we need more capacity and more low carbon capacity. It's a really big challenge. So I'll stop here for now and then we can go into the details later on. Thank you. Pas bien. Tu as déjà eu 30 minutes, mais tu as le droit malgré tout d'apporter. Je vais essayer d'être bref. Oui, moi, ça fait près de 20 ans que je fais des exercices de scénario. Et si je regarde ce que je faisais à l'Agence internationale de l'énergie il y a près de 20 ans, on avait raté, comme tout le monde, comme tous les experts, certaines des ruptures technologiques, mais aussi certains des changements sociétaux dans les contraintes qu'ils posent. Donc je rejoins complètement Sophie Armonlon sur ce point-là. Mon point plus général, c'est si on prend un peu de hauteur, je pense que le secteur énergétique fait face à des incertitudes sans précédent en termes de scénario. Pendant près d'un siècle, on a eu finalement un cadre relativement stable et prévisible. Ce que je veux dire par là, c'est que bien entendu, il y avait des nouvelles technologies. Hein. On a eu le plan hydraulique, ensuite on a eu du thermique, ensuite on a eu du nucléaire, d'un renouvelable. Mais finalement, la vitesse de changement et les incertitudes associées nous permettaient de faire des exercices de planification avec des informations relativement fiables. Aujourd'hui, la difficulté pour le décideur public et pour la collectivité, c'est qu'on est sur une période dans laquelle le rythme de changement des différentes technologies et du côté de la demande est sans commune mesure avec ce qui s'est passé précédemment. Et la fourchette des incertitudes est beaucoup plus large. Et je pense que ça doit nous amener, au-delà de la question de comment on scénarise et on prend en compte les incertitudes, à se poser aussi la question de la méthode de décision et du coup de l'identification des irréversibilités et du chemin de moindre regret, au-delà de vouloir identifier le scénario qui serait le meilleur. Xavier, EDF fait beaucoup de scénarios. Oui, on ne les voit toujours pas tous, mais que peux-tu nous dire avec le recul qui est le tien sur ces sujets? Merci beaucoup. Effectivement, on travaille également côté EDF sur nos propres scénarios. Sans chercher à redire tout ce qui a été dit, parce que je pense que l'essentiel a déjà été largement évoqué auparavant par les différents participants. Moi, ce qui me frappe vraiment, c'est... je vais commencer par une certitude. C'est quand même le rôle majeur de l'électricité dans cette transition. Ça, c'est un point clé. Et je pense que c'est reconnu par toutes les études sur le sujet. Et il faut vraiment le rappeler. Ça a été dit, en termes de consommation finale, en France, c'est 30 à 40% plus que par rapport à aujourd'hui. Dans les grands pays... Dans les grands pays européens, c'est à peu près la même chose. Et quand on regarde en termes d'autres vecteurs énergétiques qui seront fabriqués à partir d'électricité, Fabien l'a montré dans son étude, c'est quelque chose qui peut être presque x2 par rapport à aujourd'hui. Donc on aura besoin massivement d'électricité décarbonée en 2050. C'est mon premier point. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que quand on regarde le chemin qu'on a à parcourir pour arriver là, on est aux limites. On est aux limites des potentiels d'ENR. Ça, c'est un point essentiel. Et ça pose des questions de coût, d'acceptabilité, d'acceptation par le réseau. Et là, on retrouve encore des coûts et des questions d'acceptabilité.
Et puis, on se rend compte aussi, quand on regarde les autres études, je pense que Fabien, vous les connaissez tous, les études qui sont faites dans les autres pays, par exemple DENA en Allemagne, malgré des développements massifs d'énergie renouvelable, malgré des hypothèses assez fortes d'importation d'électricité décarbonée, ils ont quand même recours à d'autres solutions d'importation de gaz de synthèse qui viendraient d'autres pays du monde qui produiraient, eux, à partir d'électricité. Donc il y a aussi des paris qui vont encore au-delà des technologies qu'on a évoquées, le nucléaire, les ENR, qui sont prises en compte dans certains scénarios qui sont aujourd'hui assez incertains. Et du coup, qui pourraient aller même vers un renforcement de la demande électrique. Voilà. Donc, sans redire tout ce qui a été dit, on est vraiment sur quelque chose de très, très ouvert. Et la seule certitude, c'est qu'on aura besoin de tous les moyens de production décarbonée d'électricité. Voilà. Merci. Olivier, pour finir, quelle est la vision de l'opérateur de réseau sur les incertitudes? Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Je ne vais faire que confirmer un peu tout ce qui a été dit par les précédents intervenants. Je crois que Xavier Urset, dans son introduction, parlait d'enjeux industriels et sociétaux. On est vraiment dans cette composante-là, en termes d'incertitude au niveau des scénarios à l'horizon 2050. Moi, je suis en charge d'animer la concertation sur les scénarios 2050 qu'a présenté tout à l'heure Thomas Vérinck. Dans notre concertation, on fait souvent le grand écart quand on demande aux acteurs qu'est-ce qu'ils pensent sur les attentes des consommateurs, les attentes des citoyens et leur évolution à long terme, notamment à l'horizon 2050. On a des personnes qui nous disent qu'aujourd'hui, les citoyens se réapproprient les enjeux énergétiques et climatiques et qui vont s'engager dans des actions de sobriété, dans des actions d'efficacité énergétique renforcée, etc. Et puis dans d'autres milieux, on nous dit que il y a une attente de la société de pouvoir répondre à l'ensemble des usages quand on le veut, sans forcément mettre en œuvre beaucoup de flexibilité. Je crois que ça a été mentionné par Fabien dans sa présentation. Cette question de l'acceptation par les citoyens de ce qu'ils veulent vraiment de cette transition énergétique, c'est une grosse incertitude et qu'on ne doit pas ignorer, qu'on doit vraiment traiter dans notre exercice de scénarisation pour vraiment refléter l'ensemble des scénarios possibles quand on va prendre des décisions industrielles. Il y a la question aussi des enjeux industriels et des différentes technologies qui seront là et leurs coûts pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Je crois que ça a été souligné dans les précédentes interventions. On a aujourd'hui tout un panel de technologies décarbonées qui permettront de répondre aux besoins de la neutralité carbone à l'horizon 2050. La place que chacune des technologies, leurs coûts, leurs caractéristiques techniques, tout ça, c'est des incertitudes fortes qui peuvent avoir un impact fort sur les exercices de scénarisation. Si on prend un peu de recul, ça a été mentionné par Xavier Lafontaine, il apparaît évident aujourd'hui que l'électricité décarbonée va jouer un rôle très important dans la neutralité carbone, mais si on prend un peu de recul par rapport à l'état du système énergétique aujourd'hui, l'énergie, c'est quand même aujourd'hui beaucoup basé sur le gaz, le pétrole, le charbon qu'on importe depuis des pays plus ou moins éloignés. Donc la transition vers un système décarboné, elle peut aussi passer par des solutions, des solutions nouvelles comme l'hydrogène ou comme le biogaz, qu'il ne faut pas non plus ignorer dans nos scénarios. Et le but de l'exercice de scénarisation à 2050, c'est aussi de pouvoir bien représenter l'ensemble de ces incertitudes-là. Pour rebondir, question peut-être d'abord pour toi Olivier, mais aussi pour les autres panélistes. Dans les modèles qu'on a aujourd'hui, et en particulier les plus sophistiqués tels que sont ceux de RTE, est-ce qu'il reste des angles morts en termes de modélisation pour justement bien prendre en compte les enjeux de la neutralité carbone à 2050 pour le système électrique? Alors, il y aura toujours des angles morts. Je pense qu'on ne peut pas prétendre avoir un modèle qui modélise tout et qui prédit exactement ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais il y a un certain nombre d'angles morts qu'on constate aujourd'hui dans les études et que Thomas Vérinck a déjà présenté lors de son intervention. La première, c'est la prise en compte des effets du changement climatique à l'horizon 2050. Ça fait partie des gros points. Je ne vais pas revenir sur pourquoi on fait ça, parce que Thomas l'a très bien détaillé tout à l'heure. Mais quand on discute du coup avec les climatologues à cet horizon-là,
il y a une conviction qui est partagée, il y a un consensus qui est partagé par tous, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'effet du changement climatique, même à des horizons 2050, et des effets que ça peut avoir sur le fonctionnement du système électrique. Quand on parle de plus 1 degré, plus 2 degrés à l'échelle de la France même, à ces horizons-là, on ne peut pas ignorer que le fonctionnement du système électrique, notamment pendant les vagues de chaleur, va poser de nouvelles questions d'exploitation du système. Et pour faire le lien du coup avec cette question d'exploitation du système, ça fait aussi partie, je pense, je ne veux pas dire d'angle mort, mais en tout cas de quelque chose qui est peu présent sur les études et sur lequel RTE est très attendu, c'est comment on exploite le système électrique à l'horizon 2050. Parce qu'au-delà de faire des scénarios, RTE est aussi en charge de l'exploitation du système et du réseau, et donc charge à nous aussi de bien prévoir comment on peut exploiter le système électrique à cet horizon-là. On nous pose souvent des questions sur quelles sont les solutions technologiques qu'on doit mettre en œuvre pour assurer la stabilité, l'inertie du système électrique à ces horizons-là, notamment dans des systèmes où il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Donc c'est le sens aussi du mandat que nous ont confié les pouvoirs publics et dont a parlé Sophie Mourlon tout à l'heure, sur la faisabilité d'un système 100% renouvelable. Mais il reste encore quelques questions comme ça sur le fonctionnement technique du système auxquelles on doit répondre, et c'est ce qu'on fera dans les prochains mois dans le cadre de ce mandat. Xavier, d'autres visions sur le sujet? Alors, il y a plein de choses qui sont imparfaites dans les modèles, et ça a été dit par tout le monde, je pense. Chaque fois qu'on fait des scénarios, on se trompe, et on sait tous que tous les scénarios qu'on fait seront faux, et qu'aucun ne se réalisera. Non, j'allais dire, j'ai plutôt envie de dire ce qui n'est pas dans les modèles, et ce qui a aussi d'ailleurs été évoqué très bien par Fabien, c'est la question de tout ce qui est régulation et de mécanismes de marché qui pourront s'organiser autour de ça. Parce qu'on a beau essayer d'éclairer des chemins par des scénarios, donc on sait qu'évidemment tout sera faux, on a beau essayer de définir une politique énergétique, après la question c'est comment la mettre en œuvre, et ça les scénarios pour le coup ne répondent pas à ces questions. Comment est-ce qu'on va pouvoir face à des besoins de sécurisation de trajectoire, donc de prix pour les consommateurs et pour les acteurs de marché, pour les gens qui vont investir, comment on va pouvoir donner les bons signaux économiques. Ça va probablement nécessiter un certain nombre d'adaptations des règles du marché telles qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Fabien, tu veux rebondir? Et je vais rebondir là-dessus. Je me retrouve complètement dans ce que Olivier et Xavier ont mentionné. D'un point de vue peut-être plus technique, puisque je baigne dedans, les différentes études qui sont sur la table utilisent souvent des modèles qui pêchent à plusieurs niveaux, et je m'inclus dedans, hein, on sait bien que nos modèles sont imparfaits. Il y a évidemment la représentation du changement climatique, la représentation des règles de marché. Il y a aussi, il me semble, une grosse zone dans laquelle on doit progresser, qui est l'interface du système électrique avec les autres secteurs, ce qu'on appelle le couplage sectoriel. On a très longtemps raisonné un petit peu en vase clos, mais on voit que les interdépendances, au travers des usages finaux, véhicules électriques, électrification dans le bâtiment, etc., sont assez mal représentés dans nos modèles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là je parle de zone contrôle d'Olivier, c'est qu'on a besoin d'une représentation plus fine des contraintes spatiales, y compris évidemment au niveau du réseau, de son interface avec la production et le marché, mais aussi dans ce qui était mentionné tout à l'heure par Sophie Mourlon, qui est l'acceptabilité et les territoires, leur rôle. Ça, c'est aussi une des zones dans lesquelles les modèles doivent progresser. Dernier point, en tant qu'économiste, nos modèles sont basés sur ce qu'on appelle une optimisation économique. On regarde le bien-être collectif pour la société. Or, on sait tous que le monde ne tourne pas comme ça, et là où nos modèles pêchent, c'est dans la représentation des comportements d'acteurs. C'est-à-dire aussi bien un consommateur, la façon dont il va réagir en termes de sa consommation d'électricité à des pics de prix, qu'un investisseur, comment lui va prendre ses décisions d'investissement, ne s'inscrivent pas forcément dans les logiques de nos modèles qui font l'hypothèse d'un planificateur bienveillant. Voilà. Susanna, any blind spot in the scenarios that we use and develop?
I would agree with everything that was said before. We have our own model to throw into the mix. We have the PRIMES model, you may have heard of it. It tries to do what basically all models try to do, is to look at the general economic situation, foresee demand, see which are the optimal choices of energy sources to cover the demand. What I would maybe highlight as one of the constraints is the what we encounter often. In an ideal world, we would have a fully interconnected grid, EU-wide. So the fantastic scenario of, you know, sun is shining in the south of Spain, we have enough photovoltaic capacity to put it somewhere else in Europe where it's needed. Well, we know that this doesn't work. We have security of supply constraints of each member state. I mean, we have sovereignty of member states. Each country needs to make sure that their own citizens have enough energy. This, until we have a supranational order of some kind of organization, is not going to change. And we know that even the scenarios that we are already discussing today are not yet achieved. So, and we know already today that we need to go even further. So one example I would give is the package of the legislative package from 2018. You might remember it's the Clean Energy for All Europeans package, which put on the table 8 legislative proposals to do with renewable energy, energy efficiency, etc. And in this context, all member states were contributing or sending to the European Commission their national energy and climate plans due last year. The Commission has commented on them in June 2019, and the final plans were due end of 2019. Now we know that it seems also for France, it's a real challenge to even plan a sufficient capacity to reach all of the targets. We know that today, collectively, we are not reaching the target we need to be at the EU level. So this topic will be with us for a while. You've seen the EU Green Deal, which really puts this policy as a central focus point for many years to come. Sophie, voulez-vous soit rebondir sur ce qui a été dit, soit, compte tenu de tout cela, peut-être élargir la discussion sur comment est-ce que les scénarios peuvent être utiles pour le décideur quand on sait que les incertitudes sont majeures, que voilà, les scénarios ne sont pas des prédictions, mais dans le même temps, la façon dont les scénarios sont parfois utilisés dans le débat public, on pêche, peut-être sans doute un peu tous, à les utiliser, des fois à les instrumentaliser comme la vision du futur. Alors, je vais peut-être faire un peu les deux. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'il y a un défi, enfin il y a plusieurs défis pour les scénarios, mais j'en vois en particulier 2. L'un qui est le fait de devoir gérer l'infiniment grand et l'infiniment petit dans le domaine en particulier du temps. C'est-à-dire que évidemment tous les scénarios énergétiques sur lesquels on travaille, ils ont pour objectif premier la sécurité d'approvisionnement aux différentes échelles spatiales. Mais donc cette sécurité d'approvisionnement, elle s'appréhende autant dans l'équilibrage du réseau à la seconde que dans les défis intersaisonniers, et avec en France, c'est vrai au niveau européen, mais c'est vrai particulièrement en France, le fait que l'intersaisonnalité aujourd'hui, le gaz en prend une large part, et ça nous renvoie aux questions de couplage sectoriel qui ont été évoquées. Donc ça, c'est vraiment un défi dans les scénarios. L'autre défi qui a été largement mentionné, c'est l'interaction avec les attentes des citoyens, avec l'acceptation des différentes options qui peuvent être envisagées, qui constituerait une forme d'optimum plus ou moins économique selon les critères qu'on prend, mais fondamentalement, il faut aussi intégrer et avancer avec l'évolution des attentes des citoyens, car en plus, elles ne sont pas constantes. Alors du coup, pour le décideur dans tout ça, fondamentalement, l'enjeu, c'est de pouvoir anticiper les décisions,
avoir autant que possible une idée claire des effets falaises, des murs et vraiment des décisions à anticiper pour pouvoir les préparer en pesant sur la base des différents scénarios qui sont sur la table, quelles sont les options de meilleure valeur ou de moindre regret à prendre. Et pour ça, le fait d'avoir une variété de scénarios qui explore une variété de dimensions est très utile. Et je crois que vous renvoyez au fait que tel ou tel scénario peut être instrumentalisé par tel ou tel groupe porteur d'intérêt. Je crois qu'il faut être très à l'aise avec ça, c'est-à-dire qu'il faut une variété de scénarios. Aucun scénario, je crois que ça a été amplement démontré, ne peut intégrer l'ensemble des dimensions. Donc forcément, mais c'est vrai dans tous les domaines, le travail de modélisation, il permet d'explorer à un moment donné une dimension ou quelques dimensions de la problématique, jamais toutes. Et donc il faut être assez à l'aise sur le fait que les différents scénarios qui ont exploré tel axe de la problématique montrent que sur cet axe, les enjeux se présentent de telle manière et il faut en tenir compte. Donc, je pense qu'il faut vraiment aborder ces questions avec recul, qu'il faut avoir aucune réticence à mettre des scénarios sur la table dès lors qu'ils sont transparents sur leurs hypothèses. C'est juste ça qui est fondamental. Il faut savoir de quoi on parle. Aucun scénario, aucune modélisation ne décrit la vérité ou le réel. Ça reste une modélisation, ça reste une projection selon quelques axes. Donc dès lors que ces hypothèses sont transparentes, peuvent être discutées dans leurs implications sur les résultats, je crois qu'il faut être très à l'aise sur le fait qu'il y a des modèles qui disent différentes choses parce qu'ils explorent la problématique selon différents axes et ça a plutôt tendance à enrichir le décideur qu'à le perdre. Susanna, do you want to add something to this? At the EU level, it's an even more complex system to deal with. You explain, you look at different visions. Do you think that we can still make progress in terms of making sure that the scenarios we developed can be very useful for policymakers? For sure. So on the positives of the modeling, so I would definitely agree we need to know roughly where we want to go before we can get there. If we don't know where we're going, we're just taking a walk, as the saying goes. So the good thing about all of the modeling and all of the scenarios that different actors have done, I mean, I'm pleased to see that even in the model shown by the previous speaker, we have a very similar graph that shows, for example, how far you can integrate wind and solar into a system before it starts to cannibalize itself. And I don't know exactly if we are at the same exact point, but the picture looks very similar. And also, if you look at the PINC, the Nuclear Illustrative Program, if you look at the long-term decarbonization strategy, which dates from November 2018 of the European Commission, if you look at the scenarios of the International Atomic Energy Agency, the International Energy Agency, I mean, the scenarios are not exactly the same, but they all are converging. So either we are all collectively wrong, or we are more or less, finding the same thing. So the usefulness of the scenarios is that we know where we want to go. We might have to tweak as we find details of what works and what doesn't, and what we find new things that we're not quite at the interconnection level that we thought we were. But okay, we can. Tweak a bit the models and take this into account, but it's important to definitely do the scenarios, otherwise we don't know where we go. Est-ce que l'un de nos trois autres panélistes a quelque chose à compléter? Peut-être Olivier, sans te mettre le spot, aujourd'hui, comme Thomas l'a expliqué, voilà, le travail de concertation et de construction des scénarios prend une ampleur de plus en plus grande au sein de RTE. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur comment vous avez évolué dans votre démarche pour justement mieux répondre aux attentes des décideurs? Oui, alors comme Thomas l'a très bien dit, depuis quelques années, on essaie d'élargir la concertation, puisque en fait nos scénarios, les scénarios du bilan prévisionnel, c'est une des missions légales qui sont définies dans le Code de l'énergie et qui demandent à RTE de publier chaque année un bilan prévisionnel et notamment régulièrement des scénarios à long terme. On constatait que de plus en plus, nos scénarios, ils étaient utiles pour l'ensemble des parties prenantes du secteur
ils ne répondaient pas forcément à toutes les questions, mais en tout cas, ils étaient réutilisés après pour un certain nombre d'études complémentaires, d'hypothèses ou de discussions dans le cadre du débat public. Nous, on l'utilise aussi pour planifier notre réseau et pour essayer de dimensionner l'infrastructure au mieux. Mais il fallait avoir en tête que ces scénarios, ils avaient une portée un peu plus grande enfin de plus en plus grande en tout cas, et qu'il fallait les construire ensemble avec toutes les parties prenantes du secteur pour qu'ils puissent répondre aux questions que tout le monde se pose. C'est le cas notamment sur le véhicule électrique, sur l'hydrogène, où on nous a posé beaucoup de questions et on a souhaité apporter des compléments à travers les études thématiques qu'on a lancées. Et avec aussi une volonté de pouvoir partager, être transparent complètement sur la méthodologie et les hypothèses qu'on utilise, et qu'il n'y ait pas un effet boîte noire où derrière en fait, nos scénarios ils sont appuyés sur un travail de modélisation important, mais qu'il faut présenter, qu'il faut partager avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'on soit sûr ensemble que l'approche scientifique permette de tirer les bons messages de ces scénarios. Donc c'est ça l'enjeu de la concertation qu'on a élargi. Il y a les 9 groupes de travail thématiques qui nous permettent vraiment d'avoir des experts sur chaque question. On travaille avec des personnes qui viennent d'horizons de plus en plus différentes. Sur les aspects climatiques, on travaille beaucoup avec des climatologues et des météorologues de Météo France, mais aussi de certains laboratoires spécialisés. On a bien pris en compte, on essaye de prendre au mieux en compte les dynamiques sociétales, et c'est pour ça qu'on inclut aussi de plus en plus des sociologues qui viennent nous aider pour essayer de bien prendre en compte cet aspect-là dans nos scénarios et faire en sorte que les scénarios ne soient pas un travail d'experts en amont qui viennent ensuite qui soient imposés au grand public et aux citoyens qui sont les premiers concernés quand même par ces enjeux-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité élargir cette concertation. C'est un dispositif qui est assez ambitieux, mais on invite toutes les parties prenantes qui le souhaitent à y participer. Merci Olivier. On a parlé beaucoup de scénarios, de la méthode notamment, assez peu de nucléaire, on est quand même dans une convention Sven, donc je vais peut-être passer pour la seconde partie de cette table ronde aux enseignements sur le rôle du nucléaire à la lumière des différents scénarios que chacun autour de cette table ronde construit. Peut-être d'abord commencer par Xavier. Que vois-tu dans les scénarios que développe EDF sur les complémentarités possibles en termes entre nucléaire et renouvelable? On sait qu'aujourd'hui, le nucléaire, au travers du load following, suivi de charge, pardon, contribue de plus en plus à l'intégration des renouvelables. Est-ce que cet apport va aller de façon croissante dans le futur? Merci. Donc oui, sur ce point, d'ailleurs, je suis heureux et rassuré de voir que les études menées par Fabien convergent un peu sur les mêmes résultats. On parle de complémentarité entre nucléaire et je pense que tu fais référence aux énergies renouvelables variables, donc le solaire et l'éolien. Moi, j'aurais tendance à élargir. Il y a vraiment une complémentarité entre toutes les énergies. Il ne faut pas oublier l'hydraulique et le rôle qu'elle a dans la tenue du système et la capacité à stocker en intersaisonnalisé. Et donc, la vision qu'on a, c'est que tout ce qui va permettre de flexibiliser le système sera bon pour l'intégration des ENR, mais également pour le nucléaire. Il est bien évident qu'un système dans lequel vous avez, je vais prendre un exemple, 200 gigawatts de photovoltaïque, pose question. On aura en été à midi un pic de production qui sera pas loin de 150 gigawatts, qui sera probablement supérieur à la demande à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Comment gérer ça? Ce serait un non-sens économique de la perdre tout simplement. Donc on voit bien qu'un équilibre est nécessaire. De la même façon, si vous prenez l'exemple allemand, l'ambition de développer
des dizaines de gigawatts d'éolien offshore pose la question de comment ramener cette énergie à travers le pays vers les zones de consommation au sud. Et là encore, il y a des questions de faisabilité des réseaux, de coûts. C'est entre 40 et 60 milliards d'investissements, je crois, aujourd'hui. Donc on a besoin d'un mix équilibré qui permettra d'associer dans des proportions qu'aujourd'hui je serais bien incapable de définir, mais qui devra intégrer une part de nucléaire, une part de renouvelables nouvelles, comme on a tendance à les appeler, et puis aussi évidemment d'hydraulique, ce socle qu'on a chez nous et qu'il faut absolument conserver. Bien sûr. Fabien, peut-être en 2 minutes, on t'a fait travailler sur 2 scénarios, un scénario sans renouvellement du parc, un scénario avec renouvellement du parc compte tenu des contraintes du tissu industriel français actuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé un scénario LTECV prolongé où on maintiendrait une part plus importante en définitive du nucléaire. Quels seraient pour toi les bénéfices d'un tel scénario sur le plan économique, technique? Toi qui mets les doigts dans les modèles, que peux-tu nous dire là-dessus? Alors, tu te doutes qu'on teste différents types de scénarios, mais je n'ai pas la réponse exacte, évidemment. En revanche, je pense que je peux donner quelques pistes de réflexion dans la continuité de ce qui a été mentionné avant. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas positionner le débat comme nucléaire versus renouvelable versus haute technologie. La question, c'est quelle est la combinaison efficace, et efficace à plusieurs niveaux. Premier point, il y a évidemment la question des complémentarités, des synergies. Deuxièmement, il y a la question de cette maîtrise des incertitudes, sur lesquelles je pense on s'accorde tous. Et en ce sens, le raisonnement ne doit pas être un raisonnement absolu, je compare telle valeur avec une autre, mais un raisonnement en termes d'optionnalité. Ce que je veux dire par là, c'est que les chemins de moindre regret ne sont pas forcément in fine ceux qui sont les meilleurs, mais ce sont ceux qui ont permis d'éviter des décisions irréversibles qui amènent des coups échus. Et je pense que c'est vrai pour le nucléaire, pour répondre à ta question. Comme pour d'autres filières industrielles, la vraie difficulté aujourd'hui collective, c'est de se projeter sur un avenir, comme je l'ai dit, tous les intervenants l'ont dit, dans lequel on a une fourchette d'incertitude qu'on n'a jamais vue dans le passé, et d'éviter des décisions irréversibles, coûteuses pour la collectivité. Donc le nucléaire dans tout ça, on a eu le débat sur le nucléaire existant et à nul doute on aura des débats dans le futur sur des questions de prolongation, etc. Les nouvelles constructions, juste pour rajouter une autre dimension au problème, en lien avec l'irréversibilité, je pense qu'il faut comprendre au niveau de la filière industrielle nucléaire les irréversibilités et les points de passage, pour reprendre d'ailleurs les mots de Thomas Vérinck dans son introduction, qu'il ne faut pas rater. Pour être en mesure, si on veut maintenir un socle, ou être plus ambitieux d'ailleurs, je ne me prononce pas sur la quantité au niveau nucléaire, quels sont les points de passage, les irréversibilités qu'il ne faut pas rater, et à ce moment-là, comment on conceptualise cette valeur d'option. Pour moi, c'est les points essentiels. Merci Thomas. Gardez quelques minutes pour un échange avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos différents panélistes? Yves, je fais également le passage. Oui, en fait, j'ai 3 questions, mais ça va être un peu lié. D'abord, c'est une question un petit peu pour les scénarios 2050, là, sur lesquels travaille RTE, puis finalement tout le monde. Est-ce que vous regardez les aspects liés à la question des matières premières parce que ça, c'est un sujet qui est vraiment un sujet qui est en train de grandir. Et on voit bien le côté commission, il s'intéresse à ces sujets-là. Deuxième question, c'est quid des hypothèses sur les baisses de coûts des renouvelables? Parce qu'il y a quand même quelques signaux qui montrent que finalement la baisse infinie qui était prévue, que tout le monde pensait inévitable, peut-être pour le PV, on n'a peut-être pas tout vu, mais sur l'éolien, on commence à talonner. On voit bien en Allemagne, là, sur les derniers appels d'offres. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme hypothèse là-dessus? Est-ce qu'on est vraiment sur des hypothèses de baisse drastique ou pas? Et puis après, c'est plutôt une question commentaire. Fabien a commencé à parler de sector coupling. Je pense que c'est un vrai sujet aussi. Et ma question, c'est quel pourrait être le rôle
du nucléaire au-delà du power, au-delà de l'électricité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait regarder? Donc on a parlé d'hydrogène, mais on sait que le nucléaire a aussi cette capacité de produire de la chaleur pour des chauffages urbains, pour de la chaleur industrielle, pour désaliniser l'eau aussi. On parlait de changement climatique. Donc quid de ces sujets-là? Comment on peut les intégrer? Comment on peut s'intéresser? 3 questions, 5 panélistes, on ne va pas y arriver. Maybe Susanna, first question was for you in terms of taking into account rare earths and materials. What can you tell us maybe in was the constraint related to rare earths and materials in general? Is it something that you're looking at the moment and you will be integrating in your future scenarios? Well, yes and no. We have the long-term decarbonization strategy, which you are probably familiar with, where we have the 8 scenarios, which show, as I said before, that we need all energy sources. We need everything that we have available right now. We cannot afford to not use. In terms of availability of materials, this is one of the elements that we spoke about before, that as we model things more in detail, as they become more clear, for example, you may be thinking of batteries. Yeah, they have certain components which may not be as available in the world as we might wish. So these are some of the things that will make our work, our modeling, our scenarios more precise. A lot of these things are still cooking in the Commission, so we're not there yet. We haven't reinvented the wheel, but of course these are some of the points that we need to take into account. Sophie, vous allez devoir nous quitter. Est-ce que vous voulez répondre peut-être à une des 3 questions ou avez-vous un dernier message à nous faire passer? Oui, peut-être. Alors, ça va être un petit peu un mélange des deux, pardonnez-moi, mais effectivement, il faut que je filme et que ça ne vous empêche pas de continuer de discuter. Vous avez posé la question, et la question a été largement posée, de la manière dont la place du nucléaire intervient dans ces différents scénarios. Je crois que ce qui est essentiel sur les scénarios, et c'est le sens du travail dont j'ai parlé, qu'on a demandé aux différents acteurs, dont la filière a largement un travail à faire, Xavier Ursat l'a rappelé pour mi-2021, c'est que le travail de scénarisation et de préparation, il a en fait principalement pour objectif de nous éviter des impasses. C'est-à-dire que ça a été dit, on ne va pas trouver le meilleur chemin. D'abord parce que je ne sais pas ce que c'est que le meilleur chemin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on a des décisions en responsabilité à prendre dans les années qui viennent. Parce que pour le coup, toutes les projections d'évolution du maintien en service des installations actuelles montrent qu'on va avoir besoin d'avoir de nouvelles capacités, quelles qu'elles soient, dans des délais qui nous oblige à prendre des décisions dans les années à venir. Et ces décisions, on doit pouvoir les prendre en responsabilité. Et en responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans nous envoyer dans des impasses. Donc il faut qu'on sache si en responsabilité, si je reviens sur le sujet du nucléaire, on peut prendre la décision de construire des nouvelles centrales. Donc ça suppose que la filière soit là, soit prête, en capacité de construire les centrales à des rythmes qui sont quand même très élevés. Ça a été montré dans le scénario là, qui a été présenté tout à l'heure. Et la question, son pendant, si on prend uniquement la dichotomie nucléaire-pas nucléaire, qui n'est vraiment pas la seule en jeu, est-ce qu'en responsabilité, on peut prendre la décision de ne pas en faire ou de ne pas en faire maintenant? Qu'est-ce que ça implique? Et donc je pense que le travail de scénario et tous les travaux de modélisation, ils sont là pour ça, c'est-à-dire d'explorer une dimension et de nous dire si cette dimension nous envoie dans un mur, est un facteur limitant ou ne présente pas de difficulté. Et donc aucun des scénarios ne prouve véritablement que ce chemin-là est faisable. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est est-ce que j'ai un facteur limitant sur cet axe-là et comment est-ce que je le prends en compte. Donc c'est vrai sur l'intersaisonnalité, c'est vrai sur la place du nucléaire, c'est vrai sur beaucoup de dimensions. Voilà, pardonnez-moi, il faut que je vous quitte. Je vous souhaite vraiment d'excellents travaux aujourd'hui. Un grand merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. On arrive, nous aussi, au bout de notre temps de parole. Quand même l'opportunité, peut-être à Xavier et Fabien, de répondre, je pense tout particulièrement à la question sur les nouveaux couplages entre nucléaire et d'autres vecteurs. Et puis, peut-être cette question intéresse aussi au RTE qui a travaillé récemment sur le sujet. Je peux être très bref là-dessus. C'est un point excellent. Comme je l'ai dit, ça fait partie des zones grises
dans lesquels des développements au niveau modélisation sont nécessaires. C'est-à-dire on a des modèles sectoriels jusqu'à présent. Il est très rare d'avoir un modèle de l'ensemble de l'économie qui a une granularité suffisante, qui est suffisamment précis sur le secteur électrique. Donc il faut qu'on arrive à coupler des modèles qui prennent l'ensemble de l'économie avec des modèles du secteur électrique, et des travaux sont en cours. Sur les matières premières, je pense que c'est très très difficile de faire des projections. Pourquoi ? Parce qu'on a des contraintes de chaîne de valeur, de supply chain, qui peuvent être temporaires. C'est-à-dire on l'a vu par exemple pour l'éolien. Il suffit de regarder 10 ans en arrière. Il y a une période où c'était la fin de la décroissance des coûts de l'éolien, ça repartait à la hausse. Ça a été temporaire, ça a duré 2-3 ans. C'est juste que les fabricants de turbines ne pouvaient pas fournir. Et donc que les prix remontaient. Et donc je pense qu'effectivement, il y a une vraie question à ce niveau-là qui est liée à ce qui vient d'être mentionné par Sophie Monlon, qu'il faut qu'on prenne en compte les contraintes de filière industrielle. Ça, c'est essentiel. Xavier, en 30 secondes. Oui, tout à fait. Donc je ne reviens pas sur le couplage sectoriel, qui est aussi une des difficultés auxquelles on se heurte dans nos travaux de modélisation. Peut-être sur la question des baisses de coûts des énergies renouvelables, et effectivement, on a constaté ces dernières années une stabilisation, pour pas dire une certaine remontée des prix, notamment dans les appels d'offres en Allemagne et même en France, où les prix baissent beaucoup moins qu'avant. Pour nous, c'est un signe justement des difficultés d'acceptabilité, et du coup, face à ces difficultés d'acceptabilité, donc les projets se raréfient, et forcément, les acteurs de marché ont tendance à proposer des prix plus hauts. Et donc, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, on a une vraie question sur quel est le potentiel accessible et à quel coût, en fonction de ces contraintes d'acceptabilité. Et il n'est pas du tout évident que les prix qu'on voit quand on met en place des modèles, j'allais dire, assez classiques de courbes d'apprentissage, restent valables encore pendant plusieurs années. Voilà. Olivier, ce sera le mot de la fin. Oui, je vais être très bref du coup pour essayer de répondre aux 3 questions, parce que c'est effectivement 3 questions qui portent sur 3 sujets vraiment intéressants et qui rentrent bien dans le cadre des travaux qu'on fait sur les scénarios 2050. Donc sur la question des ressources, effectivement, c'est quelque chose que nous, on souhaite prendre en compte dans l'analyse environnementale, parce que l'objectif, c'est la neutralité carbone et la réduction des émissions de CO2, mais il y a aussi d'autres enjeux en termes de protection de l'environnement qui se jouent. Et on a commencé à mettre en place, on l'a présenté la semaine dernière, des méthodes pour faire de l'analyse de cycle de vie sur un certain nombre d'indicateurs au-delà des émissions de CO2, et notamment la question de ressources, avec les limites que ça a, évidemment, parce qu'on ne répond pas forcément à toutes les questions sur la criticité des différentes ressources ou sur les projections à très long terme des différentes technologies et de leur consommation de différentes ressources, mais ça permet au moins de rentrer dans la question. Sur le point des coûts des ENR, nous, on prend le parti, enfin, on sait qu'il n'y a pas de consensus sur ce sujet-là, et on prend le parti de ne pas faire dépendre notre construction de scénario des hypothèses de coûts. Donc on construira des scénarios qui sont contrastés, qui permettent d'éclairer des différents futurs possibles, et on ne mettra pas des hypothèses de coût des ENR dans nos scénarios qui donneraient la part optimale de chacune des technologies. En revanche, après, dans la méthode de chiffrage économique, c'est sûr que ça aura une place importante. Et sur la question du couplage sectoriel, ça a été très bien mentionné. Nous, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est quelque chose qui peut changer aussi la façon dont on exploite le système électrique à long terme. Donc on a rendu notre publication sur l'hydrogène il y a 2 semaines maintenant, donc c'est assez récent. Et on a déjà engagé des travaux pour poursuivre sur le long terme sur comment représenter le renforcement de ces couplages sectoriels. Et accessoirement, on suit un certain nombre d'expérimentations, de projets au niveau territoriaux, de démonstrateurs qu'on suit avec nos homologues du secteur gazier sur les couplages power to gas. Merci à l'ensemble de nos panélistes. Je retiendrai peut-être deux idées en conclusion. Hein. La première, c'est que les incertitudes sont croissantes et majeures quand on regarde cet objectif très ambitieux de neutralité carbone à 2050, et qu'elles ne sont en définitive peut-être pas tant que économiques, mais avant tout techniques, sociétales et aussi, d'une certaine façon, réglementaire, et donc c'est autant de chantiers pour nous auxquels la semaine contribuera modestement. Et puis l'autre idée, c'est qu'on voit, et en particulier au travers des travaux qui sont faits par RTE en ce moment, au travers
du travail qui est fait de façon périodique par la Commission européenne, que au cours des dernières années, je pense que l'approche et les travaux de scénarisation se sont beaucoup organisés. On a sans doute gagné en termes de méthode. Et ce qui est donc intéressant aujourd'hui, c'est de développer des scénarios en étant évidemment très clair sur les hypothèses et puis en se disant qu'on ne pourra pas tout modéliser et donc il faut se focaliser sur quelques ans qu'on cherche à éclairer, et c'est le travail qu'on a fait avec Fabien pour ce qui est du socle nucléaire et des contraintes en termes de flexibilité. Encore un grand merci à nos panélistes et